Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons la pierre devenue patrimoine, la pierre comme objet de connaissance scientifique, mais aussi la pierre au cœur de la sociologie d'un territoire. Nous sommes à Euville, dans le département de la Meuse, à mi-chemin entre Nancy et Bar-le-Duc, au sud-est de Commercy, sur le territoire du parc naturel régional de Lorraine. Cette commune d'à peine 1700 habitants dispose pourtant d'une mairie majestueuse, construite au tout début du siècle dernier par les architectes de l'école de Nancy, Henri Guton et Joseph Hornecker. Classé monument historique en 1992, c'est même l'unique édifice public construit dans ce style. C'est qu'il s'agissait alors de faire la promotion de la pierre du lieu, la pierre de ville. Avec nous, la responsable du site de la Grande Carrière de Ville de l'Office de tourisme du pays de Commercy. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Laetitia Nory-Colson, bonjour. Bonjour. Laetitia Nory-Colson, la pierre de ville est connue dans le monde entier. Oui, effectivement, c'est une pierre qu'on va retrouver dans de nombreux bâtiments partout dans le monde. Cette pierre a fait la richesse du village pendant des années. C'est une pierre qui fait partie des trois grandes pierres de Lorraine, avec la pierre de Savonnières et la pierre de Jaumont. Ce sont des pierres de taille qui vont permettre de construire des édifices. Elles ne gèlent pas, donc ça c'est vraiment une particularité qui est très très importante pour les pierres de taille, et elle a cette couleur qui est très intéressante, elle est blanche, brillante, donc elle va être choisie dans de nombreux édifices pour toutes ses qualités. Elle supporte également l'écrasement, donc comparée à d'autres pierres comme la pierre de Savonnières qui est un petit peu plus délicate, on va la retrouver plus au-dessus, la pierre de Savonnières. La pierre de Ville, on va la retrouver au niveau des sous-bassements. Donc voilà, c'est une pierre qui est vraiment très intéressante. On retrouve la pierre de ville un peu partout, y compris dans ce palais d'un jeune architecte. Son auteur est un inconnu. À 34 ans, Garnier n'a rien construit, sauf un immeuble de rapport boulevard de Sébastopol. Il n'a pas d'agence. Il doit commencer par s'en bâtir une baraque élevée à la hâte sur le chantier, où il rassemble une équipe de jeunes architectes issus comme lui de l'école des Beaux-Arts. Un groupe soudé par l'esprit d'école et les liens d'amitié. Le projet est énorme, très cher et politiquement sensible. L'architecte travaillera sous la haute surveillance de l'empereur et de ses ministres, du préfet Haussmann qui est en train de remodeler Paris, de l'opposition parlementaire, de l'opinion publique. Le chantier sera sans cesse visité, commenté, critiqué. Et surtout, on presse Garnier de finir au plus vite, car on tient à avoir quelque chose à inaugurer pour l'exposition universelle de 1867. Extrait d'un documentaire de la série Architecture, Baukunst en allemand, proposé par Richard Coppan et Stan Neumann, diffusé sur Arte depuis 1996. Des films de 26 minutes consacrés aux réalisations les plus marquantes de l'architecture de l'Antiquité jusqu'aux dernières réalisations des grands architectes d'aujourd'hui. Et cet extrait du film de Stan Neumann intitulé L'Opéra Garnier, réalisé en 2001, n'est pas un hasard, Laetitia Nory-Colson. Ah, effectivement, la pierre de ville, on va la retrouver un petit peu partout dans les bâtiments à Paris. Y compris donc à l'Opéra Garnier. Effectivement, l'Opéra Garnier est un des bâtiments qui va être important pour la pierre de ville, puisque il va, grâce à ce bâtiment, faire la renommée de cette pierre. On va la retrouver dans tous les bâtiments, puisqu'elle a été choisie par Haussmann lors des travaux à Paris, qui vont débuter en 1853. Et pendant toute cette période, la pierre de ville va être extrêmement exploitée. Au tout début, cette pierre, elle va être utilisée que localement, et c'est grâce à ces travaux-là que la pierre de ville va acquérir son nom. On va l'appeler enfin pierre de ville, alors qu'auparavant, on l'appelait uniquement pierre dure. Elle n'avait pas de nom. Donc voilà, c'est une pierre qui est importante. Actuellement, elle est encore exploitée. On la retrouve en exploitation. Elle est envoyée un petit peu partout dans le monde. On va la retrouver au Japon, en Chine, à New York. Précisément à cause de ses qualités exceptionnelles. Tout à fait. Elle a été reconnue par les ingénieurs des ponts et chaussées. Dans un premier temps, lorsqu'il va y avoir les travaux au niveau du canal de la Marne au Rhin, elle va être sélectionnée, puis ensuite elle va être diffusée un petit peu partout. Les ingénieurs vont la promouvoir et
Et encore aujourd'hui, elle est vraiment très très intéressante. Les ingénieurs s'y intéressent. Alors cette pierre, au tout début, va être utilisée très localement. Le plus loin où on va la retrouver, c'est au Palais Royal à Bruxelles, sur la place Stanislas. Mais autrement, l'essentiel, ça va être les villages aux alentours, le château Stanislas à Commercy. Donc ce sont des petits chantiers. On va prendre très peu de pierres, on va avoir beaucoup d'ouvriers bien sûr, puisque à l'époque on est en 1800, au début 1800, on va avoir très très peu de moyens pour pouvoir l'extraire correctement. Donc c'est des petits chantiers un petit peu partout, et là ça va s'accélérer, ça va être lors des grands travaux du canal, et ensuite les travaux sur Paris. Là ça va s'accélérer, ça va s'industrialiser. Un homme va vraiment faire en sorte que cette pierre se diffuse et soit reconnue, c'est Félix Sivet. Félix Sivet, quand il arrive dans les carrières, il arrive avec son papa qui est ingénieur. Lui découvre un petit peu le lieu puisqu'il est des Ardennes. Il va s'intéresser à cette pierre, lui trouver énormément de qualités, peu à peu acheter les différentes carrières, la promouvoir et également permettre à des ingénieurs, ça c'est une première au niveau français, à des ingénieurs de travailler dans les carrières et de mettre en place toutes sortes de machines pour pouvoir augmenter la productivité. On dégage énormément de roches. Il faut beaucoup de pierres pour Paris, pour les chantiers parisiens. Donc voilà, là on va avoir une pierre qui va pouvoir s'exploiter de façon importante. Et puis aussi beaucoup de monde, plus de 2000 personnes à un moment donné étaient employées ici au sein des carrières de ville. Oui. Effectivement, on va se retrouver avec énormément d'ouvriers, même si c'est industrialisé, on a besoin de beaucoup de personnes. 2000 personnes travaillent dans les carrières, avec beaucoup finalement d'étrangers. On va avoir des Italiens, on va avoir des Polonais qui vont venir à la rescousse pour pouvoir donner main forte à nos ouvriers locaux. Donc voilà, et puis pour permettre une productivité très importante. Et puis le lent déclin commence grosso modo à partir du début du XXe siècle avec évidemment la suprématie du béton. Oui, tout à fait. Le béton arrive et là il est utilisé systématiquement dans tous les bâtiments. On a une période où on a besoin de faire de grandes constructions, on est dans le social, on fait de grands bâtiments, le béton se met en œuvre relativement facilement, on le maîtrise très très bien à cette époque-là, et donc la pierre peu à peu perd de sa suprématie dans la construction des bâtiments. Actuellement, d'ailleurs, toute la pierre qui est exploitée, une grande partie en tout cas de cette pierre, va se retrouver sous forme de dallage, de pierre de parement. On va faire de la rénovation avec, mais on va vraiment très très rarement construire avec la pierre. Pour autant, elle garde toujours sa renommée au point d'être exportée à New York, en Chine, au Japon. Oui, il y a toujours besoin de pierre. Effectivement, il y a toujours, il n'y a pas très très longtemps, il y a 5 ans me semble-t-il, elle est partie à New York au Metropolitan Museum pour construire à l'intérieur. C'est à l'intérieur du muséum. Ils ont construit des grosses colonnes, donc pour la décoration. Comme toutes les pierres calcaires, celle de ville résulte d'un très lent processus. La première chose que l'on remarque en regardant les falaises, c'est qu'elles sont striées. Regardez, c'est parce qu'elles sont constituées de différentes couches, on parle de strates de boue, qui se sont déposées les unes sur les autres. Et d'où vient cette boue ? De la mer, car il y a des millions et des millions d'années ici, il n'y avait pas de falaise. À la place, une mer de 300 mètres de profondeur, une mer au fond de laquelle se sont déposés, venez voir, des sédiments marins, cette fameuse boue essentiellement constituée de toutes petites algues et d'animaux à coquilles calcaires. La preuve, ce fossile qu'on a trouvé ici, 3 bivalves, des coquillages enchâssés les uns dans les autres. Et cela, Janie, ils ont 90 millions d'années. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Le calcaire de ville est plus ancien que la falaise d'Étretat en Normandie qui sert ici à Jamie et son équipe du célèbre magazine de la découverte et de la science. C'est pas sorcier sur France 3 pour expliquer la formation du calcaire, Laetitia Nori-Colson. Oui, la pierre de ville a 157 millions d'années. Elle date d'une époque que tout le monde connaît, en tout cas de nom. Nettement plus âgé, qui est nettement plus vieux que la falaise d'Étretat. On vient de nous le rappeler, 80 petits millions d'années.
Oui, nous sommes à une époque qui s'appelle le Jurassique. Donc à cette époque-là, on est au niveau de la Lorraine. Qui n'existe pas à l'époque, évidemment. Alors qui n'existe pas. On est dans une mer, on est proche des tropiques, une mer qui est donc chaude, qui est assez peu profonde. Dans cette mer, on va... Assez peu profonde, c'est quoi ? C'est moins de 30 mètres. Il faut s'imaginer, hein, ce paysage à cette époque-là. Alors oui, il faut imaginer un peu les Bahamas. Ça a beaucoup changé. Voilà, ça a vraiment changé. On est dans des mers très calcaires, hein, donc dans ces endroits-là, on est dans une mer récifale. Hein. On a des récifs qui s'étendent à perte de vue au niveau de notre région. Au niveau de ces récifs, on va avoir des dépôts de calcaire qui vont se mettre en place, des bouts calcaires qui vont se déposer. Quelle est l'origine de ce calcaire, Laetitia Nori-Colson ? Alors la pierre de ville, c'est un petit peu spécial. La pierre de ville, c'est un calcaire qui est fait d'une accumulation de débris d'un animal qui s'appelle le crinoïde. Le crinoïde, c'est une grande famille qui est proche des oursins. Ça existe toujours dans les mers. Ces animaux-là sont formés de plein de petits ossicules qui vont peu à peu se déposer sur le fond marin. Lorsque l'animal va mourir, ce sont bien des animaux, ils ont des allures de plantes, mais ce sont bien des animaux. Ces petits ossicules vont se déposer sur le fond et vont être transportés par les courants marins. Peu à peu, ils vont se déposer sur le récif qui forme un relief, et des dunes sous-marines gigantesques vont se mettre en place. On peut donc dire d'une certaine façon que le calcaire de ville est d'origine organique ? Tout à fait. Est-ce que ce sont les mêmes phénomènes et en tout cas le même animal, les crinoïdes, dont on recherche encore les petites étoiles sur la colline de Sion en Meurthe-et-Moselle ? Oui, alors ici, au niveau de la pierre de ville, on retrouve ces étoiles. Alors ce ne sont pas des étoiles de Sion, hein. Très souvent on me dit tiens, on est allé à Euville chercher des étoiles de Sion. Non, quand vous allez à Euville, vous allez chercher des étoiles de ville. Alors c'est le même groupe d'animaux, hein. C'est pas la même espèce, mais c'est le même groupe. Et ces petites étoiles, elles sont caractéristiques de la pierre de ville. En plus d'être blanche et brillante, on la reconnaît très facilement parce que lorsqu'elle est polie, on voit parfaitement ces petites étoiles partout. Et donc, c'est l'accumulation de ces crinoïdes qui se sont déposés comme ça sur des dizaines, peut-être, voire des centaines de mètres d'épaisseur. Alors sur des dizaines de mètres, hein, donc là on atteint, à ma connaissance, une trentaine de mètres d'épaisseur pour les dunes les plus élevées. Pour les gisements, en tout cas, de pierre de ville que l'on connaît sur le territoire. D'ailleurs, c'est une pierre que l'on va trouver pas uniquement à Euville, c'est une appellation. La pierre de ville. La pierre de ville, on la retrouve également à Lérouville, mais on va la retrouver également du côté de Verdun, à Genicourt. On la retrouve dans plein d'endroits, cette pierre. Et ça, ce sont les mêmes formations, à peu près au même moment, à peu près à la même période de 157 millions d'années ? C'est dans la même période. Alors en géologie, on est toujours aux millions d'années près. Par contre, là, des chercheurs de Reims ont pu déterminer, en se basant sur les crinoïdes actuels et sur la morphologie du crinoïde responsable de la pierre de ville, qu'il a fallu 24 000 ans pour que cette pierre se forme. 24 000 ans, de dépôt de débris de crinoïdes. C'est très très peu. En géologie, on parle rarement en milliers d'années. Donc là, on a vraiment le phénomène a été très dense à un moment donné. En gros, c'est ça. Quelque chose de très très dense, effectivement. Énormément d'animaux, des prairies sous-marines avec des millions, des milliards d'individus qui, génération après génération, vont mourir. Pour faire des pierres. Pour faire de la pierre de ville. Alors cette pierre de ville aussi a une particularité, Laetitia Nori-Colson, en termes de maçonnerie. Alors oui, elle est intéressante parce que comme c'est une dune et comme ce dépôt a été fait une sorte de tas, on peut la mettre dans n'importe quel sens. Elle n'est pas litée, contrairement à d'autres pierres. Litée, ça veut dire ? Alors, toutes les pierres de construction, généralement, lorsqu'elles se sont formées, elles sont formées par dépôts successifs horizontales. Ça veut dire que lorsqu'on va les mettre en œuvre, il va falloir les mettre dans le sens de leur formation. Là, c'est une accumulation. Donc, elle peut être mise dans n'importe quel sens. Et ça, c'est vraiment très intéressant au niveau de la construction. Ça simplifie le travail du maçon. Si à Euville, dans la Meuse, c'est la pierre que l'on a longtemps exploitée et que l'on exploite toujours, ailleurs en France, c'était une autre histoire. Au nord,
c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, les mineurs de fond. Nos fenêtres donnaient sur des fenêtres semblables, et la pluie mouillait mon cartable. Mais mon père en rentrant avait les yeux si bleus que je croyais voir le ciel bleu. J'apprenais mes leçons, la joue contre son bras. Je crois qu'il était fier de moi. Il était généreux comme ceux du pays, et je lui dois ce que je suis. Au nord, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond. Et c'était mon enfance, et elle était heureuse dans la buée des lessiveuses. Et j'avais les terrils, à défaut de montagne, d'en haut je voyais la campagne. Mon père était gueule noire, comme l'étaient ses parents. Ma mère avait des cheveux blancs. Ils étaient de la fosse, comme on est d'un pays. Grâce à eux, je sais qui je suis. Au nord, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond. Il y avait à la mairie, le jour de la kermesse, une photo de Jean Jaurès. Et chaque verre de vin était un diamant rose, posé sur fond de silicose. Il parlait de 36 et des coups de grisou, des accidents du fond du trou. Ils aimaient leur métier comme on aime un pays. C'est avec eux que j'ai compris. Au nord, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond. Durablement vôtre, Éric Mutchler. Les corons devenus le véritable hymne du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, sorti en 45 tours en 1982, musique et interprétation de Pierre Bachelet sur des paroles de Jean-Pierre Lang. Si Pierre Bachelet, décédé en 2005, est né à Paris en 1944, ses parents étaient originaires du Nord. Dans la Meuse, à Euville, c'est la pierre qui a façonné la sociologie du territoire, Laetitia Nori-Colson. Oui, alors effectivement, et surtout les calcaires. Au niveau de notre territoire, on a bien sûr la pierre de ville, mais on va retrouver les fours à chaux. On va l'exploiter, le calcaire, pour la chaux. On va l'exploiter pour réaliser du bicarbonate, notamment aux carrières Novacarb. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très important au niveau de notre département. Donc la pierre, voilà. Donc les carrières de ville sont toujours exploitées. Cependant, tout ce qui est taille de pierre a été est parti. Ils sont tous partis. Les ouvriers sont partis. La société Rocamat qui exploitait la pierre de ville a abandonné les ateliers de taille. Donc, en quelle année ? Alors en 1993. En 1993,
on n'a plus eu de taille de pierre au niveau des carrières de ville et les bâtiments ont été heureusement repris par la mairie de ville dans un premier temps, puis par la communauté de communes du pays de Commercy. Alors ces bâtiments-là ont été mis à disposition de l'Office du tourisme du pays de Commercy, dont je fais partie, et tout autour, on a bâti des activités. Alors, on propose par exemple de nombreuses manifestations, comme des concerts, assez régulièrement. On en a un qui est prévu pour le 9 juin. Alors ça se passe ici, dans les carrières de la grande carrière de ville, j'imagine en plein air ? Alors en non. profitant du paysage et de cet ensemble assez surprenant avec des espèces d'immenses cavités, on dirait des maisons troglodytes pour géants ou sur le flanc même de la carrière. Vous allez me décevoir là, je le sens. Non, alors on ne fait pas ça en extérieur. On a un lieu qui est extraordinaire également, c'est l'atelier de taille. L'atelier de taille dans lequel on a réalisé un espace muséographique, mais également un espace buvette. Et lorsque l'on fait des concerts, on aime bien utiliser cet espace. On a encore les ponts roulants, on a encore les anciennes scies. C'est vraiment un lieu qui est fabuleux. Moi, c'est du tourisme industriel. Oui, tout à fait. Encore aujourd'hui, quand je rentre dans cet atelier, j'ai ce waouh. Ce wow qui est extraordinaire. Et j'aime faire les concerts dans cet endroit-là. Je trouve que c'est un petit peu plus intimiste que l'extérieur. L'extérieur est vraiment impressionnant. Donc il aurait tendance un petit peu à gâcher tout le reste. Donc on propose un concert. On propose également par la suite une balade nocturne pour faire découvrir aux gens ce lieu d'une autre façon. Donc nos activités, bien sûr, c'est toutes ces manifestations que l'on peut réaliser au cours de l'année. On fait également le festival du chercheur le dernier vendredi du mois de juin. On va proposer une thématique encore pas tout à fait définie, mais notamment, je pense, sur la santé. Donc voilà, une conférence. Mais notre cœur de métier, c'est pas les manifestations, même si c'est important de le faire. Notre cœur de métier, c'est l'accueil de groupes, notamment de scolaires. On a à peu près 2000 enfants qui viennent sur le site découvrir tous les métiers de la pierre. Avec les enfants, on fait de la taille de pierre, on fait de l'escalade, on fait de la géologie bien sûr, mais on fait également de l'architecture, de la poterie, donc plein de choses que l'on peut proposer. Alors pour des enfants allant de la primaire, mais également jusqu'en première, on accueille énormément de personnes. Alors on accueille également des groupes d'adultes. Bien sûr, pour leur faire découvrir ces lieux-là, avec des activités, notamment l'été, on va proposer des activités nature et patrimoine. Allez, un petit exemple, quelque chose qui devrait être sympa, la création de gîtes à insectes, où on propose aux familles de venir fabriquer leur gîte à insectes et de pouvoir repartir avec. Donc ça sera les jeudis au mois de juillet, au mois d'août. Donc pour ça, il faut se renseigner à l'Office du tourisme, vous aurez toutes les données. Alors, le site des carrières, Laetitia Nory-Colson, est réparti en plusieurs plusieurs sites de carrières qui aujourd'hui fonctionnent plus ou moins encore. J'imagine aussi que sur ces espaces-là, il doit y avoir une faune, une flore, des plantes, des animaux qu'on ne retrouve peut-être qu'ici, alors pas forcément uniquement à Euville, mais sur ce type de milieu calcaire. Oui, on est sur un ancien site industriel où il faut imaginer que lors de l'exploitation, on est sur quasiment une roche qui est nue, où on n'a quasiment rien, pas de végétaux. Très vite, la végétation se réinstalle, et une végétation un petit peu particulière puisqu'elle part de rien. On n'a pas de sol réel, en tout cas on a quelque chose de très très pauvre. On va se retrouver avec des pins dans un premier temps, avec des bouleaux, et puis très très vite, les orchidées vont arriver. On a d'ailleurs proposé, alors ça c'est valable pour toute l'année, mais c'est beaucoup plus sympa de le faire en mai-juin. On a proposé un circuit de découverte qui peut vous faire découvrir tout ça. À ce propos, sans doute connaissez-vous cet équipement situé à Notre-Dame-du-Nord, dans la région touristique d'Abitibi-Témiscamingue, au Québec, Laetitia Nory-Colson. L'été dernier, on a découvert le Fossilarium de Notre-Dame-du-Nord, un musée fascinant dédié aux fossiles qu'on a visité lors de notre séjour au Témiscamingue. Puisqu'on aime être dehors et bouger, on décide de faire le safari fossile. Une expérience unique au Québec. Avec nos vestes, nos chapeaux et nos outils, on se sent vraiment comme des grands explorateurs. Heureusement, on a un guide. On sent que la récolte va être bonne, alors on se met à quatre pattes, on fouille, on creuse, on en trouve plein. Des gastéropodes, des nautiles, des gros, des petits. Fossiles 100% garantis.
Les enfants veulent plus partir, puis grand-maman non plus. Notre sympathique guide nous donne des trucs et nous informe sur les petits trésors qui se cachent dans le sol. On choisit le fossile qu'on veut garder, on le nettoie, on l'identifie avec le guide, on le met dans un sac car le travail se poursuit à notre retour au fossilarium pour la touche finale avec les microscopes et tous les autres outils. Le fossilarium, c'est aussi une magnifique exposition sur l'histoire des fossiles dans la région du Témiscamingue, mais aussi à travers la planète. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Connaissez-vous ce fossilarium de Notre-Dame-du-Nord au Québec, anciennement appelé Centre thématique fossilifère Laetitia Nori-Colson? C'est un musée qui présente au grand public une collection importante de fossiles provenant du monde entier et c'était un extrait d'une vidéo promotionnelle. Non, mais je ne connais pas du tout ce musée, mais c'est vrai que si je passe un jour au Québec, j'irai voir. Il y a plus simple, il suffit simplement d'aller voir sur Internet Fossilarium de Notre-Dame-du-Nord. En attendant, ça ne vous empêche pas d'avoir des projets ici pour les carrières de ville en Meuse, Laetitia Nori-Colson, pour 2017. Alors pour 2017, ce que l'on aimerait, c'est pouvoir développer davantage les animations, avoir de plus en plus de scolaires. Alors, ce qui est très très difficile avec les nouveaux programmes, d'ailleurs, on est vraiment dans l'incertitude pour 2017, puisque on a des nouveaux programmes au niveau des collèges. Notre public était jusque maintenant essentiellement les classes de 5e, et avec ces nouveaux programmes, on a été obligé de se remettre un petit peu en question, de recréer de nouvelles choses, de proposer d'autres choses plus en lien avec ces programmes qui sont, il faut le dire, relativement flous. Donc voilà, ça pour 2017, ça va être important. Ce qui est important également, c'est de pouvoir, si les budgets le permettent, pouvoir développer davantage les manifestations, pouvoir proposer plus de choses que l'on ne propose encore aujourd'hui. Donc on va travailler notamment sur tout ce qui est animation juillet-août pour pouvoir accueillir des familles. Des familles sur différentes thématiques. Alors pour 2017 également, on va travailler sur une nouvelle expo thématique. Alors on a actuellement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, déjà une exposition qui est en place, qui présente la pierre de ville, son histoire. Il est important que l'on travaille sur des expos temporaires pour pouvoir renouveler un petit peu notre offre au niveau du public, avec des thématiques qui vont, à mon avis, varier, comme on l'a toujours fait. Tous les ans, on produit une exposition dans le cadre de la fête de la science, des thématiques qui sont, par exemple, on a fait les volcans, l'énergie, on a fait la forêt, la biodiversité. Là, il va falloir qu'on crée à nouveau pour pouvoir se renouveler. Ce qui est également en projet pour 2017, c'est une exposition dans le cadre d'Escale des sciences, qui est une structure qui fait partie de la culture scientifique et technique du Grand Est maintenant, et non plus de Lorraine uniquement. C'est un appel à projet qui a été mis en place en 2015. Et donc, on y a répondu. Nous allons proposer une expo itinérante sur l'archéologie. Alors, pour l'instant, le projet est encore pas tout à fait défini. On va sans doute travailler avec l'INRAP, si tout va bien. Et puis, on va pouvoir proposer cette exposition qui devrait être mise en service pour fin 2017 et voyager un petit peu partout en Lorraine. On avait d'ailleurs déjà produit en 2015 une exposition sur la géologie qui circule un petit peu partout. Alors peut-être que certains parmi vos auditeurs l'ont vu, elle s'appelle Géologique. Donc c'était plein de petites manips sur la géologie pour découvrir la thématique. Voilà. Parce qu'ici à Euville, Laetitia Nori-Colson, le site est quand même assez fabuleux. Alors on n'est pas comme tout à l'heure au pied de la falaise d'Étretat. Néanmoins, c'est assez impressionnant. On sent bien sûr le passé industriel avec les machines qui sont encore en place, et puis aussi ce front de taille assez particulier sous forme, je disais tout à l'heure, de cavités. Quelle est l'origine de ces cavités ? Alors, ces cavités, c'est vrai que c'est un petit peu particulier. C'est un choix qui a été fait à une époque où la pierre se vendait moins bien. Donc, l'exploitant à l'époque s'appelle Fèvre, Auguste, de son petit nom. Il choisit donc, alors c'est en 1901, il va prendre la décision, contre l'avis de la mairie qui est propriétaire des lieux, puisqu'on est sur la carrière communale.
il va décider non pas d'exploiter à ciel ouvert comme partout ailleurs, où il faut enlever le découvert. Décapé par le haut. Voilà, enlever tout le haut pour accéder à la pierre de ville qui est beaucoup plus basse. Là, il attaque en galerie. Donc ça lui permet de laisser le découvert. Ça revient beaucoup moins cher. Alors, beaucoup d'inconvénients. La pierre qui est au-dessus se fissure et tombe, c'est très dangereux. Et puis, deuxième inconvénient, ils sont obligés de laisser énormément de piliers, donc de bonnes pierres. Alors, effectivement, c'est pas une très très bonne idée. C'était pas une super idée à l'époque. Mais si vous avez l'occasion de venir sur les lieux, vous verrez que visuellement, c'est assez extraordinaire à voir. Alors, vous disiez tout à l'heure, à Euville, en 2014, une exposition intitulée La pierre de ville, histoire d'un mythe, présentait les différentes périodes de gloire de la carrière. C'est-à-dire de l'arrivée de Napoléon III à la Première Guerre mondiale. Ensuite, il y a eu la guerre. Les carriers sont partis, beaucoup ont été mobilisés, beaucoup ne sont pas revenus. Et toute cette histoire-là a été presque oubliée. Lorsque les carriers sont revenus dans les carrières, les commandes n'étaient plus du tout les mêmes. On ne travaillait plus pour Paris, c'était fini. On travaillait maintenant pour la reconstruction d'une première part, donc beaucoup de moellons, beaucoup de choses comme ça. Puis dans la région. Et ensuite, le marché, un très gros marché de tous les monuments commémoratifs qui ont couvert la France après la Première Guerre mondiale, jusqu'au plus spectaculaire, comme par exemple le Mont Sec, commandé par les États-Unis, qui se trouve à une dizaine de kilomètres de là. C'est en grande partie de la pierre de ville. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Vous avez bien sûr reconnu la voix de votre directeur de l'Office de tourisme de Commercy, Pierre Biot, Laetitia Nori-Colson, extraite d'une vidéo de présentation réalisée en 2014 par Jean-Yves Ballier. Oui, effectivement, c'est une très belle exposition, alors qui a très très bien marché, que l'on va maintenant limiter au niveau des ouvertures, mais qu'on va davantage accompagner. On va accompagner les gens maintenant dans cette expo et à la fois leur faire découvrir et l'espace muséographique et les extérieurs pour faire un lien vraiment intéressant. Quel avenir espérez-vous aujourd'hui, Laetitia Nori-Colson, pour les carrières de ville ? Alors on va proposer davantage de manifestations, ça c'est certain. Ce qui est en projet, alors vraiment dans un avenir, on va pas dire très lointain, mais vraiment dans quelques années, ce qu'on aimerait proposer, c'est l'ouverture des galeries. Pour l'instant, c'est pas possible. On ne peut pas faire entrer les gens dans les galeries puisque la commission de sécurité pourrait pas nous autoriser à faire ça. Hein. On n'est pas dans des lieux qui sont très très sécurisés. Donc, ce qui est prévu, effectivement, c'est de pouvoir faire rentrer les gens par le tunnel et de leur offrir un spectacle, son et lumière à l'intérieur. On pense réellement que ça peut être très très intéressant. On a vraiment un effet de cathédrale lorsqu'on est à l'intérieur. Quand on est à l'extérieur, c'est majestueux, mais quand on rentre dedans, c'est vraiment extraordinaire. On est vraiment transporté. J'imagine que quelqu'un comme vous, Laetitia Nori-Colson, qui travaillait ici quotidiennement, qui est en contact aussi avec le public, mais aussi avec le site, ça doit foisonner, non, au niveau des idées. Alors évidemment, vous disiez tout à l'heure, oui, il faut des sous, bien sûr. En attendant, on peut comme ça rêver. Le site est assez magique, non seulement par sa configuration, mais aussi précisément parce qu'il nous renvoie à 157 millions d'histoires. Oui, il y a énormément de choses que l'on peut faire. Il y a un potentiel qui est vraiment très très important. Et comme je vous le disais, effectivement, l'argent est le nerf de la guerre. On peut avoir beaucoup d'idées. La difficulté est effectivement de trouver des fonds pour pouvoir réaliser tout ça. Mais des idées, on n'en manque pas. Le lieu est vraiment très très intéressant. On peut réaliser des parcours. On peut, encore une fois, tout ce qui est son et lumière, ici ce serait majestueux. Des grands concerts, comme vous le disiez tout à l'heure, en extérieur, ça pourrait être extraordinaire aussi. Oui, c'est quasiment un amphithéâtre naturel ici. Oui, alors on a encore une carrière qui fait encore plus rêver. Là, on est au niveau de la grande carrière, là où on accueille le public, mais on a proposé également un parcours qui permet de découvrir une autre carrière qui est vraiment un amphithéâtre, quelque chose qui est un trou gigantesque où là on pourrait se permettre de rêver, à faire des choses. Alors la difficulté là-bas, nous sommes dans les carrières et
pour avoir ne serait-ce que de l'électricité. Arriver jusque là-bas, c'est assez compliqué. Ah, il y a aujourd'hui d'autres techniques avec des énergies renouvelables, bien sûr. Oui, bien sûr. Nous allons mettre une éolienne juste au-dessus des cavaliers, pourquoi pas. Ah, il faut que vous me précisiez quand même ce que vous appelez à l'instant les cavaliers, Laetitia Nori-Coulson. Oui, les cavaliers, ce sont les débris de pierre. Lorsqu'on exploite une carrière, moi j'ai toujours l'habitude de dire qu'on déplace les montagnes. Là où il y a un relief, on creuse, on enlève la pierre, et là où il n'y a pas de relief, on crée un relief. Donc en gros, on va déplacer les reliefs d'un côté à l'autre. Donc en fait, on pourrait dire quasiment que les cavaliers sont à Euville ce que les terrils sont dans les mines ou dans les paysages du nord de la France. Oui, c'est la même chose. C'est un tas de déchets de pierre. Est-ce qu'il y a l'équivalent, alors on va dire en Lorraine, dans le Grand Est et peut-être ailleurs en France, voire même dans le monde, est-ce qu'on a des sites équivalents à celui de la Grande Carrière ou des carrières de ville ici en Meuse, Laetitia Nori-Coulson? On trouve de très très belles carrières. Alors je connais pas toutes les carrières du monde, mais j'ai eu l'occasion de voir de magnifiques carrières en Bourgogne. J'ai eu l'occasion de voir la carrière de Comblanchien, qui est vraiment très très intéressante et qui, d'un point de vue exploitation, alors, là est complètement à ciel ouvert, mais on a des fronts qui sont vraiment magnifiques et majestueux. Est-ce qu'il existe une espèce de réseau des carrières comme ça à vocation scientifique et culturelle en France? Oui, alors il y a plusieurs organismes qui regroupent des associations, enfin qui regroupent les différents carriers et mineurs. Donc ça existe. Alors nous, on est un petit peu en dehors de tout ça, puisque on travaille plus sur l'aspect pédagogique. On travaille plus avec le public, on travaille plus avec les scolaires, plutôt que de travailler avec des autres carrières. Par contre, on a eu l'occasion l'année dernière de travailler avec les carrières de Novacarb à Pagny-sur-Meuse. Et là, c'est vraiment un lien qui était vraiment très très intéressant. La pierre était au cœur d'un noble métier qui tend hélas à disparaître. Depuis Paris jusqu'à Valence, j'ai fait 100 lieues sans travailler. Depuis Paris jusqu'à Valence, j'ai fait 100 lieues sans travailler. Depuis Paris, petite ville, à Montpellier bien renommée. Depuis Paris, petite ville, à Montpellier bien renommée. Tout en entrant dans la ville, j'entends les compagnons chanter. Tout en entrant dans la ville, j'entends les compagnons chanter. Bien le bonjour tailleur de pierre, et vous le maître de chantier. Bien le bonjour tailleur de pierre, et vous le maître de chantier. N'auriez-vous pas ouvrage à faire pour un compagnon étranger? N'auriez-vous pas ouvrage à faire pour un compagnon étranger? Mais si, répond le maître, pourvu qu'il sache travailler. Mais si, répond le maître, pourvu qu'il sache travailler. Prends donc ta pierre sur la place et ton marteau va la tailler. Prends donc ta pierre sur la place et ton marteau va la tailler. Il prend sa pierre et il la pique, la fait pareil à un papier. Il prend sa pierre et il la pique, la fait pareil à un papier. Le bourgeois dit à la bourgeoise, ah mon Dieu quelle bonne ouvrière. Le bourgeois dit à la bourgeoise, ah mon Dieu quelle bonne ouvrière. Nous avons notre fille aînée, s'il la veut faut la lui donner. Nous avons notre fille aînée, s'il la veut faut la lui donner. La fille prend sa quenouillette, sur le chantier s'en va filer. La fille prend sa quenouillette, sur le chantier s'en va filer. Bien le bonjour tailleur de pierre, voulez-vous pas vous marier? Bien le bonjour tailleur de pierre, voulez-vous pas vous marier?
Je vous remercie, demoiselle, de l'honneur que vous me faisiez. Je vous remercie, demoiselle, de l'honneur que vous me faisiez. Mais j'ai mon tour de France à faire. Durablement vôtre, Éric Mutchler. Le tailleur de pierre par le groupe lyonnais de musique folk La Bamboche, formé en 1972, qui, notons-le au passage, puisque nous sommes en Lorraine, utilisait l'épinette des Vosges dans ses interprétations. Jusqu'à sa dissolution en 1978, La Bamboche comptait parmi les leaders du folk français aux côtés de Malicorne et Mélusine. Vous auriez aimé être tailleur ou tailleuse de pierre, Laetitia Nory-Colson ? Ah oui, je pense. Oui, c'est vraiment un métier que j'aurais adoré. Alors, j'ai la chance de pouvoir faire un petit peu de taille de pierre et de pouvoir justement initier les gens à la taille de pierre. Hein, donc, je taille, je sculpte un petit peu. Donc, c'est vraiment un métier que j'aurais adoré faire. Alors mon parcours est un petit peu particulier, hein. C'est vrai que j'aurais pu être tailleur de pierre, mais mon rêve quand j'étais enfant, c'était la paléontologie. J'ai toujours voulu être paléontologue quand j'étais gamine. Ça vous est venu comme ça d'un seul coup ? C'est vraiment un rêve de gamin, Laetitia Nory-Colson ? Alors ça m'est arrivé en réalité en primaire. J'ai vraiment ce souvenir de la bibliothèque. C'était pas forcément l'endroit que je préférais à l'école. Et je suis tombée en face d'un livre de dinosaures. Alors à l'époque c'était pas aussi courant qu'actuellement. Il y en avait très très peu des livres sur les dinosaures. D'ailleurs quand on les revoit maintenant ça fait un petit peu sourire. Et c'est vrai que là je me suis dit waouh, extraordinaire. Plus tard, je vais être dinosaurologue. Je ne savais pas encore comment ça se disait. Et c'est quelque chose que j'ai gardé pendant des années et des années. Pour autant, beaucoup d'enfants, bien sûr, ont des rêves. Tous les enfants ont des rêves, mais tout le monde ne les poursuit pas. Comment avez-vous fait, vous, Laetitia Nory-Colson, pour être dinosaurologue ? Alors bon, pas tout à fait dinosaurologue, hein, parce que mon parcours au niveau de la paléontologie, j'ai étudié les huîtres, hein, donc c'est un peu moins fantastique, mais tout aussi intéressant. Alors, c'est une histoire d'orientation. Mon parcours est fait de zigzag et je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont dans ce cas-là. J'ai été très mal orientée au début. On m'a orientée vers de la chimie, hein, donc j'ai fait un BTS de chimie, une licence de chimie. Puis je suis arrivée à la fac en licence de chimie et je me suis rendu compte que la chimie, en tout cas fondamentale telle qu'elle est enseignée à la fac, c'était pas mon truc, que j'aimais pas. Vous aviez à ce moment-là encore en tête la paléontologie ? C'était un peu loin. J'avais toujours ma collection de fossiles. Quand j'étais gamine, j'écrivais des livres. Je découpais un petit peu partout des illustrations que je collais à côté. Donc j'écrivais différentes choses sur les fossiles, sur les roches, sur tout ça, sur les Égyptiens. Hein. J'ai un livre extraordinaire là-dessus. Donc voilà, j'ai fait un petit peu tout ça. Donc je l'ai gardé un peu en mémoire, mais ça avait commencé à s'enfuir sous la chimie. Hein. La chimie avait un petit peu déborder tout ça. Il y a un côté phénomène de couches comme ça qui viennent se sédimenter quelque part sur les projets. Ah oui, on est toujours dans la sédimentation. Alors après, il faut arriver à enlever les couches. Hein, et lorsqu'on arrive à enlever les couches, et là, ça a été assez évident. Lorsque je suis arrivée à la fac, je suis tombée sur une porte. Et sur cette porte, c'était marqué paléontologie. Et là bingo. Je me suis dit, mais bien sûr, ça existe. Il y a un paléontologue ici. Donc je l'ai rencontré et on a travaillé ensemble, ce qui m'a permis de passer mon diplôme de recherche doctorale. Et c'était vraiment fabuleux. C'est vraiment une époque vraiment extraordinaire. Alors oui, comme je le disais, j'ai pas travaillé sur les dinosaures. Oui, j'ai travaillé sur les huîtres, mais elles m'ont appris énormément de choses. Ça a vraiment été une période passionnante. Et puis vous avez eu aussi une période où vous avez été embauché au Muséum Aquarium de Nancy. Oui, alors une époque durant laquelle j'étais responsable des collections paléontologiques. Alors dès que j'ai eu mon diplôme, hein, j'ai obtenu ce travail. Alors c'était relativement simple. Hein. Depuis l'âge de 15 ans, je traînais au Muséum Aquarium, qui s'appelait pas encore comme ça, qui s'appelait l'Aquarium tout court à l'époque. Et lorsque j'ai eu mon diplôme de recherche doctorale, j'ai été embauchée tout logiquement là-bas.
et depuis 2004, à l'Office de tourisme, vous êtes responsable des carrières de ville. Et d'ailleurs, je vous souhaite, Laetitia Nory, de faire carrière dans la pierre. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Laetitia Nory-Colson, responsable du site de la Grande Carrière de Ville à l'Office de tourisme du pays de Commercy, c'est le moment de votre choix. On écoute. Les créationnistes, ce sont des gens qui pensent qu'il faut prendre au pied de la lettre les enseignements de la Bible. C'est-à-dire croire que la Bible écrit des vérités précises, inconditionnelles, alors qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à penser que la Bible et les autres livres saints des religions ne sont pas des livres de science, mais ce sont des livres de sagesse. C'est-à-dire qu'on parle par analogie, on donne des renseignements et surtout, on donne des modes de vie. Que ce soit qu'on parle de la Bible ou du Coran ou des livres des bouddhistes, ce sont plutôt des livres de sagesse que des livres de science. Le propos d'Hubert Reeves concernant le créationnisme, extrait du projet Téléweb Cinéma intitulé Du Big Bang au vivant et qui couvre les plus récentes découvertes dans le domaine de la cosmologie, pour illustrer votre coup de gueule, Laetitia Nory-Colson. Alors je partage l'idée d'Hubert Reeves. Effectivement, il y a deux choses. Il y a la science et il y a la religion. Elles sont toutes les deux importantes, mais il ne faut absolument pas essayer de les croiser. Donc, ce qui m'irrite davantage, au-delà des créationnistes, c'est tous ces phénomènes que l'on voit au niveau des médias, tout ce qui est paranormal, tout ce qui est mis en valeur de toutes ces pseudosciences. En même temps, si elles sont présentes, il est vrai qu'elles se propagent notamment sur les réseaux sociaux, est-ce que ça ne répond pas aussi quelque part, alors d'une part à un besoin d'une catégorie de la société, mais aussi peut-être aussi parce que les scientifiques laissent le champ libre très souvent et ne sont pas suffisamment présents, on le sait, on le reproche d'ailleurs, ne sont pas suffisamment présents dans les médias. Oui. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a les sciences qui sont, à mon avis, très peu ou assez mal, pas tout le temps, mais assez mal présentées au niveau du parcours scolaire. Je pense que les sciences devraient avoir davantage de place. Il y a également au niveau des scientifiques. Les scientifiques ont tendance très souvent à être rébarbatifs dans leur façon d'expliquer les choses. Vous allez vous faire des amis. Il y a très peu de scientifiques qui arrivent à très bien vulgariser. Et heureusement, il y en a. On en a des très très bons. Lorsqu'ils y parviennent, Hubert Reeves en est un exemple, ça fonctionne très très bien et le public est fervent de ce genre de discours, précisément de vulgarisation. Oui, bien sûr, je veux vraiment minimiser ce que j'ai dit. En réalité, des scientifiques qui sont capables de bien diffuser les informations, il y en a. Donc il y en a quand même qui sont capables de nous expliquer des choses. D'ailleurs, il y a une émission que vous avez passée tout à l'heure qui est, à mon sens, une des émissions scientifiques les plus intéressantes de ces dernières 20 années. C'est pas sorcier. Qui n'existe plus au reste. Voilà, malheureusement. C'est pas sorcier. On est vraiment sur une émission scientifique faite par des scientifiques qui sont capables de nous expliquer les choses très simplement et très justement. Donc ça, c'est quelque chose qui va vraiment nous manquer au niveau du paysage audiovisuel. Et tout ça, c'est remplacé par alors des émissions que je ne regarde pas, je ne pourrais même pas vous citer parce que rien que de voir le passage, ça m'énerve, avec des maisons hantées, avec des choses qui bougent un petit peu partout, avec des sourciers qui vont chercher de l'eau dans le désert. C'est quelque chose qui m'énerve au plus haut point. On sent là chez vous votre formation de scientifique, bien sûr, Laetitia Nory-Colson.
Pour autant, on reproche aussi souvent, et les scientifiques eux-mêmes le reconnaissent, voilà, leur métier, c'est la science, c'est de faire des recherches, c'est de faire des publications scientifiques. Ce n'est pas forcément d'aller à la rencontre du public. Oui, c'est quelque chose qui n'est pas valorisé. Malheureusement, il y en a. Alors, j'ai participé récemment à un forum qui s'est tenu à Nancy et qui avait été organisé par la culture scientifique et technique de Lorraine. C'est quelque chose que certains chercheurs regrettent énormément. On est des chercheurs qui ont parlé lors du forum et qui disaient, nous, on nous demande de faire des publications. On nous demande pas forcément, en tout cas c'est pas valorisé lorsque l'on va vers le public. Heureusement, il y en a qui font quand même la démarche et qui vont vers le public. Ça veut dire que tout simplement, ça ne rentre pas en ligne de compte dans leur progression personnelle, dans leur carrière. Non. Et alors, si certains, pour eux, ça ne leur pose aucun problème. J'ai été vraiment contente de rencontrer des chercheurs qui, eux, disaient, nous, on aimerait aller vers les gens, on aimerait leur expliquer. Donc ça, c'est vraiment rassurant, et je pense que là, au niveau du Grand Est, il y a quelque chose qui s'organise au niveau de la culture scientifique et technique, et dans les années qui vont suivre, là, on va avoir quelque chose de vraiment important. Est-ce que vous avez des exemples en tête, Laetitia Nory-Colson, d'enfants, jeunes ou moins jeunes du reste, prenons des enfants qui, en découvrant ici la carrière de ville et la formation, comme vous expliquiez tout à l'heure, 157 millions d'années, cette lente maturation, la formation géologique, est-ce qu'il y a des enfants, est-ce que vous avez un exemple en tête, d'un gamin qui tout d'un coup a les yeux qui brillent et qui dit « waouh ». Alors oui, chaque année, on en a 2 ou 3. Comme ça, où on a vraiment ces yeux qui pétillent comme ça en découvrant l'histoire des carrières. Alors, en général, ça se passe très très bien. On a très très peu d'enfants d'ailleurs qui restent insensibles. Mais c'est vrai que cet enfant qui vous regarde avec l'œil qui pétille, c'est vraiment extraordinaire, et c'est ça qui fait de mon métier un métier que j'apprécie particulièrement. C'est ces 2-3 enfants qui vous regardent et qui on le sent, se disent, moi plus tard, moi je ferai ça. Merci Laetitia Nory-Colson pour cet entretien. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes la responsable du site de la Grande Carrière de Ville dans la Meuse pour l'Office de tourisme du pays de Commercy. Et c'est juste précisément à côté de Commercy. Pour visiter cet espace, seul, en famille ou avec des amis ou en voyage scolaire, pour tout comprendre de la géologie mais aussi du passé industriel des carrières de ville, rendez-vous sur le site de l'Office de tourisme du pays de Commercy à l'adresse www.tourisme-pays-2-commercy.fr.